Radio Africa. Radio Africapt. Radio Africapt. We're going out. La web radio du Festival des cinémas d'Afrique. Cinéma d'Afrique du Pays d'Apt. Par l'équipe journaliste reporter Du lycée. And the wild Senegalese battling Siki. Pan-Africanisme. Camera one next, please. I want beautiful things. Round young virgin mother and... If you don't stop singing that song, I'll come out there and strangle you. Oh yeah, shake body. Oh yeah, move body. Bonjour à tous, habitants du Pays d'Apt et ceux venus d'ailleurs. Vous écoutez la première émission de Radio Africapt. Dans le cadre du 14e Festival du cinéma d'Afrique, en plus de 2 jurys lycéens et d'une gazette, nous avons le plaisir de vous présenter cette web radio. Nous enregistrerons chaque soir de la semaine du festival à partir de 19h à l'atelier d'art visuel situé dans la cour du musée de l'aventure industrielle. Les séances d'enregistrement, d'une 40aine de minutes, seront ouvertes au public. L'émission n'étant pas diffusée sur les ondes, vous pourrez la réécouter sur le site internet www.africapt-festival.fr, le site officiel du festival, mais aussi à la caravane des possibles qui sera située à la place Jules Ferry, en face du local du festival. Notre équipe de jeunes apprentis radio est composée de Loelia, Naël, Mélanie, Ilan, Tristan et moi-même. Nous avons été encadrés et nous serons encadrés tout le long du projet par Anouk. Ce soir, nous recevrons Amina Ouera, qui sera interviewée par Mélanie, et nous écouterons celle de Jacques Trabi que j'ai eu la chance de recevoir hier soir. Vous en saurez plus tard. Pour l'instant, écoutons un premier reportage réalisé en amont du festival par toute l'équipe radio. C'est pour un projet lycéen sur ça. Cinéma d'Afrique. C'est abstrait, non Et qu'est-ce que c'est? Un jeune homme, une porte, et c'est une télé, un écran de télé. Un cinéma d'Afrique. Vous me parlez au niveau du cinéma d'Afrique. Je pense que j'ai déjà entendu parler de ça, mais je sais pas où. 14e, c'est donc une 14e édition. Festival des cinémas d'Afrique. C'est quand? Pendant une semaine, ça dure. C'est le festival des cinémas d'Afrique du Pays d'Apt. Alors, c'est quoi, Dizzy? Bonjour. Bonjour. Est-ce que je peux vous déranger quelques secondes? Dites-moi. Je voulais vous demander si vous avez vu des affiches ici. Oui, j'en ai vu partout. Et je suis allée au cinéma hier, donc il y en a plein aussi là-bas. Cinéma Uvida. Movida, Ciné Movida. Ouais. Vous êtes d'Apt? Moi, oui. Vous filmez? Non, c'est pour la radio. Vous enregistrez les gens? Bien, ils nous posent des questions. On est en train de jouer au Pokémon. En direct. C'est la semaine de la fête Halloween et ils ont mis plein de Pokémon en jeu. Et il y en a de plus en plus. Toutes les 3 minutes, il y a un Pokémon dans la rue. On vous écoute. Est-ce que je peux vous poser quelques questions? Et ça consiste à quoi? C'est pour un projet lycéen. On va dire des bénévoles du lycée. Et toi, On fait un projet. Je fais le projet radio pour le festival. Projet Radio. radio. Ah, radio. Oh, d'accord. Donc il va y avoir une émission avec ces enregistrements. C'est ça. Ah, c'est très bien. Et c'est un lycée ici à Apt? Oui. Ah. Et tu es en quelle classe? En terminale. Donc là, c'est ta première journée à faire ça? Oui. Ah, d'accord. Donc vers la fin de la journée, tu pourrais faire toute seule? Normalement. Bon, bon courage. Merci. Pour tout. Et je vous souhaite un très très bon festival. Au revoir. Bonne journée. Merci. Donc voilà, c'était un reportage qui avait été enregistré en amont du festival. Et du coup, on remercie bien évidemment toute l'équipe des jeunes radiologues ayant enregistré et monté ce reportage. Et tout de suite, on en a un autre effectué aussi en amont du festival. Le départ du cinéma d'Afrique, je l'ai vécu lorsque j'étais encore ici en chocolaterie. Voilà, donc c'est une histoire qu'on connaît, qu'on a vu évoluer, quoi. On attire une clientèle
un peu ouverte à tout ce qui est artistique et tout ce qui est événementiel, voilà. Ce qui fait qu'effectivement, du coup, moi j'entends beaucoup parler du cinéma d'Afrique. Est-ce que vous avez aperçu l'affiche de ce festival? J'ai eu surtout les petits livrets en fait qui m'ont été distribués. Oui. Ils sont super chouettes. Voilà, c'est ça, ouais. Qu'en avez-vous pensé? Que du bien, comme à chaque fois. Puis ce qu'il y a de chouette, c'est que moi je le mets sur mes tables en fait et les gens sont preneurs. Il y a aussi bien pour un public enfant qu'adulte. Ça, c'est vraiment super chouette parce qu'on pourrait penser du coup que ce soit un festival un peu sérieux et en fait, c'est sérieux parce qu'il y a quand même des sujets profonds qui sont abordés, ça je le sais, qui ramènent quand même à la passion, l'amour. Il y a une très très belle histoire d'amour là. Eddie de Mohamed Benatia en Tunisie. Peut-être que samedi 12 à 20h30, je serai dans la salle. Ce que je peux voir en tout cas, c'est que de suite ça me saute aux yeux le fait qu'il y a aussi pour un public enfant aussi bien que pour un public adulte. Donc voilà, donc moi je suis restée très enfant dans ma tête. Je serais tentée d'aller voir ce qui est à l'affiche pour les enfants en fait. Par exemple, Aya va à la plage. Moi, une année, dans le cadre du festival, il y avait eu des artistes dessinateurs qui étaient venus et qui avaient fait sur les vitrines des dessins. C'était original, je veux dire, c'est vraiment des artistes peintres. Donc, au lieu de peindre sur une toile, pour les commerçants qui étaient OK, ils peignaient sur la vitrine, en fait. Et donc, les dessins sont restés très longtemps sur les vitrines. Donc, il y avait un bon goût d'Afrique dans la ville. Merci beaucoup. Ah, avec plaisir, beaucoup. Je vous en prie. Bonne soirée. Vous aussi. Merci. Maintenant, à présent, nous avons la joie de recevoir Amina Ouera qui va être interviewée par Mélanie. Alors, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Alors, aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Amina Ouera. Bonsoir. Bonsoir. J'espère que vous avez fait un bon voyage. Oui, un peu pénible, mais ça va. Ça a été. Donc, c'est la réalisatrice de La colère dans le vent qui est présentée cette année au festival. Vous sortez donc de votre première projection. J'espère que vous n'avez pas trop couru pour arriver à l'heure ici. Et donc, vous avez présenté un document qui s'appelle La colère dans le vent. Et pour vous présenter à tout le monde de quoi il parle, nous avons en amont interviewé Marie Clem, la directrice du festival. Donc, je vous propose de l'écouter parler de votre film. Ça, c'est un film, c'est un documentaire engagé de Amina Ouera qui retourne à Arlit, lieu où elle a grandi, où l'entreprise Areva exploite les mines d'uranium depuis de nombreuses années. Et elle va interviewer sa famille, des amis, des compagnons, et elle se rend compte, elle met en situation face à la caméra les conditions de travail que vivent ces personnes depuis des années. Les injustices aussi entre les Africains qui travaillent pour Areva et les Occidentaux qui vont sur place aussi travailler, qui ne sont pas du tout les mêmes. Donc c'est un documentaire très intéressant. On a déjà entendu parler de cela, mais là c'est fait avec son regard à elle en tant qu'Africaine. Que pensez-vous de cette description ? Je trouve que Marie Clem a fait un bon résumé, une bonne analyse du film. Et oui, peut-être que je peux juste ajouter deux ou trois trucs. Je tiens à préciser que c'est ma ville natale, c'est la ville dans laquelle j'ai grandi. Et mon père a également travaillé dans une de ces mines-là. Donc pour moi, c'était légitime, c'était un droit en tant que cinéaste, de parler de la situation de ma ville, de parler de cette injustice, si je peux le dire, d'arriver face à cette population-là. Donc voilà, mais sinon je trouve qu'elle a bien résumé le film. Pour rappeler ce qu'est Areva, vous pouvez nous dire qu'est-ce que fait Areva dans votre village ? Bon, moi...
Pour moi, Areva, c'est une entreprise, une multinationale qui a peut-être fini d'exploiter l'uranium qui se trouve en France et qui a fini par se retrouver chez nous au Niger et qui est en train d'exploiter de l'uranium dans 2 mines. Dans 2 mines à Arlit et dans une troisième mine qui est à peu près à 150 km d'Arlit, qui est actuellement, disons, qui est fermée parce qu'ils ont commencé à un moment l'exploitation, mais là, c'est en stand-by. Donc voilà, Areva exploite de l'uranium dans 2 mines à Arlit, une mine à ciel ouvert qui s'appelle la Somaïr, Société minière de l'Aïr, et une deuxième mine souterraine qui s'appelle la Cominac, Compagnie minière d'Akuta. Quel événement ou quelle personne vous a poussé à monter ce projet, à faire un documentaire sur votre village? Et en fait, disons que c'était un vieux projet. J'avais en tête de faire ce film-là depuis que j'ai commencé à faire des études en cinéma. En fait, j'ai une licence en montage, donc depuis que j'avais commencé à faire du montage, il m'est arrivé de monter des films documentaires. Donc c'était depuis ce temps-là que j'avais envie de faire ce film. Et en même temps, j'ai eu la chance de faire un master en réalisation documentaire de création. Donc j'avais ce sujet-là en tête de lors où j'avais commencé à vraiment me rendre compte de ce qu'est l'activité minière. Parce que mon père a travaillé dans les mines, on a pu avoir une éducation raisonnable, on était quand même dans une famille un peu aisée, donc, mais on ne se rendait pas du tout compte du mal que nos parents faisaient pour nous éduquer, pour nous payer l'école et tout. Donc je me rappelle une fois, j'avais décidé en fait d'aller faire... parce que normalement, les enfants des travailleurs ont droit à des visites, à visiter les mines. Donc, un jour, avec mes soeurs, on s'était dit qu'on allait faire une visite guidée dans les mines. Mais en fin de compte, j'étais partie seule parce que c'était prévu que je parte avec 2 de mes soeurs et que finalement, elles avaient été déprogrammées. Du coup, j'étais partie seule. Donc, en partant faire cette visite-là, j'étais rentrée complètement... J'étais en pièces détachées. Je me sentais complètement affaiblie, alors que c'était juste une visite. Donc, je me rappelle, mon père me disait « Ah, toi, c'est juste une visite. Imagine, nous, on le fait chaque jour. Donc, imagine notre peine. » Donc, au début, le projet, c'était plus pour montrer la difficulté de ce travail-là. Donc, après, en faisant mes recherches, en écrivant le projet, je me suis rendu compte qu'à part la difficulté de ce travail-là, il y a aussi un côté peut-être plus dangereux qui est la pollution et un côté peut-être sanitaire. Donc, je me suis dit oui. Donc, en écrivant le projet, j'ai pu quand même retrouver cette sensibilité-là en essayant de faire montrer que l'activité minière n'est pas seulement... Bon, tout travail est difficile, mais à côté de cette difficulté-là, il y a aussi la pollution. Donc, le projet est parti de là, mais quand même, en écrivant ce projet-là, il y avait pas mal de gens qui m'ont découragée en me disant que c'est pas le genre de sujet qu'on peut filmer, c'est pas le genre de sujet qu'on peut médiatiser, que je risque de peut-être me rentrer dans quelque chose qui peut me causer des soucis. Mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur. Il fallait que je le fasse. Pour moi, c'était vraiment un devoir, qu'il fallait que j'en parle. Il fallait que je fasse un film là-dessus. Donc voilà, j'ai fini par le faire. Vous avez eu raison, c'est un très beau film qu'il faut absolument voir. Ah, merci. Pendant le tournage, comment avez-vous rencontré les personnes que vous avez interviewées tout au long de ce documentaire? Est-ce que vous étiez
en les découvrant, toujours bien accueillis, bien reçus? Bon, déjà, moi, bon, c'est mon avis. Quand je fais un film, je refuse qu'on parle d'interviews. Pour moi, on fait des interviews pour des reportages. Un documentaire, c'est plus des entretiens. Pour moi, c'est des entretiens. Ces personnages-là, je ne les avais pas rencontrés au moment du tournage. Pour écrire un projet, il faut faire des repérages, il faut repérer ces personnages. Bien sûr, on va rencontrer plusieurs personnes et en fonction de l'histoire qu'on veut raconter, on choisit ces personnages. C'est comme dans une fiction où on choisit ses acteurs, on fait un casting pour voir la personne qui convient. Donc, c'est exactement la même chose avec le documentaire, sauf que le documentaire, c'est du réel qu'on filme. Donc, j'ai d'abord fait du repérage. J'avais en tête l'histoire que je voulais raconter parce que cette histoire-là, il fallait aussi l'écrire. Donc, j'avais en tête ce que je voulais exprimer dans ce film. Donc, en fonction de ça, j'ai choisi mes personnages. Mais malheureusement, oui, au moment du tournage, il s'est avéré qu'il y avait des personnages qui ont eu peur d'être filmés. Parce qu'après, en fin de compte, ils se sont dit peut-être qu'ils vont mettre leur vie en danger en se faisant filmer. Du coup, il y en avait beaucoup qui avaient refusé. Mais c'est vrai, oui, même si il y avait d'autres il y avait beaucoup qui avaient refusé, j'ai quand même pu avoir... je me suis dit d'un côté même que c'était bien qu'ils aient refusé parce que j'ai risqué de me retrouver avec pas mal d'entretiens, avec pas mal de témoignages et qu'au finish, je ne puisse pas arriver à un résultat que je voulais. Et en même temps, le fait, je ne sais pas si vous l'avez remarqué dans le film, il y a la présence de mon père. Et la présence aussi de mon père m'a ouvert beaucoup de portes. Parce que le fait d'être avec mon père, ça m'a permis de rencontrer certaines personnes, par exemple les anciens. Parce que chez nous, en Afrique, ce n'est pas évident qu'une jeune comme moi puisse parler à une génération, des personnes assez âgées. Oui, je peux me permettre de parler avec eux, mais il y a certains sujets où ils ne seront peut-être pas à l'aise de dire certaines choses, de dévoiler certaines vérités. Donc, voilà. Et du coup, votre père, il a pu aussi vous faire rencontrer ses amis qui travaillent avec lui ou beaucoup plus de personnes que si vous étiez allé seul? Oui, c'est vrai. Au début, j'étais allée seule voir ces personnes parce que c'est des personnes que je connais. Donc, j'étais allée les voir, mais eux, ils étaient prêts à m'aider. Pour eux, c'était juste comme à chaque fois, je partais soit avec un enregistreur, soit avec un bloc-notes pour prendre des notes. Pour eux, j'étais peut-être en train de faire un mémoire ou un truc de la sorte ou écrire un livre. Ils ne savaient pas que j'allais un beau matin débarquer avec une caméra. Je leur avais fait comprendre que je faisais un film, mais ils n'avaient pas du tout l'idée du film. Ils ne savaient pas c'est quoi faire un film, en fait. Donc, du coup, quand j'étais venue avec mon équipe, oui, il fallait les préparer, leur dire que voilà, demain on va tourner ou dans une semaine on va tourner. Du coup, ils se sont dit, mais non, on ne peut pas se faire filmer, des choses comme ça. Mais heureusement, il y avait j'avais déjà prévu mon père dans le film. Donc après, je leur ai dit oui, mais ça sera avec mon père, bien sûr. Il sera là aussi, ne vous en faites pas. Mais ce qui a peut-être changé, c'est plus le dispositif. Parce qu'au début, c'était prévu que oui, mon père sera là, mais que je leur poserai des questions. Mais vu l'allure que la chose avait pris, donc j'avais transmis les différents questionnaires à mon père pour qu'il puisse me servir d'interlocuteur. Donc, c'était lui qui posait les questions que je voulais, en fait. Donc, voilà, c'était ça. Donc, vous avez tourné dans une ville sur laquelle une entreprise mondiale a le contrôle. Est-ce que donc vous nous avez dit qu'il y avait donc de la il y avait dans les entrevues des sujets tabous ou que les
personnes, les mineurs, ils ne pouvaient pas parler. C'était interdit. Oui. Bon, c'est pas qu'il y avait des sujets interdits. En réalité, c'est plus l'activité minière qui était un moment, un mystère, qui était quelque chose dont on parlait pas. Avant, personne ne cherchait à savoir ce que cette activité-là pouvait rapporter à la population, ou si cette activité-là pouvait être néfaste pour la santé des travailleurs ou des habitants. Donc, personne ne cherchait à savoir tout ça. Tout était au contrôle d'Areva. C'est seulement les responsables d'Areva qui détiennent la vérité. Mais à un certain moment, ces temps-ci, on voit une certaine prise de conscience, surtout de la part des jeunes travailleurs. Donc, les gens commencent vraiment à s'intéresser à cette activité-là. Parce que de plus en plus, on en parle. Aujourd'hui, on a le net, on a les télévisions, on a les radios, on a tout. Alors qu'avant, déjà, Arlit, que c'est une ville isolée, on est presque pas, on se renseigne pas trop, on n'a pas les moyens d'information. Donc là, aujourd'hui, avec l'Internet, avec beaucoup de jeunes qui ont quand même fait des longues études, pas comme nos parents qui, la plupart, se sont arrêtés soit après le brevet. Et comme à ce temps-là, Areva avait besoin des travailleurs, ils engageaient les gens comme ça sans pour autant qu'il y ait... La plupart n'ont pas de diplôme, en fait. Mais aujourd'hui, il faut un diplôme, un bon diplôme d'ailleurs, pour accéder pour travailler dans les mines. Donc, ce qui fait en sorte que les jeunes, la plupart des jeunes, de fois, avant même de travailler, ils se sont renseignés sur ce qu'est l'activité minière. Donc oui, avant, c'était un sujet tabou, mais aujourd'hui, ça ne l'est plus. Aujourd'hui, on en parle. Il y a des mouvements, il y a des jeunes qui commencent à parler de ça, à revendiquer, surtout du point de vue, quand on prend du point de vue sécuritaire au travail. Avant la sécurité, il n'y avait pas suffisamment de sécurité. Les travailleurs travaillaient comme ça, sans protection, sans aucune protection. Mais de plus en plus, comme les gens commencent à en parler, à revendiquer certaines choses, à exiger la meilleure condition de travail. Donc, il y a certaines choses qui commencent à changer. C'est un peu l'objectif de ce film-là, parce que on voit que quand on parle, quand on décide de revendiquer, ça change en fait. Donc on s'est dit, donc si on continue, si on arrive à s'unir, et à peut-être, comment dirais-je, à dénoncer certaines injustices de la part de ces sociétés-là, peut-être que beaucoup de choses vont changer. Est-ce que vous avez des lieux qui vous ont été interdits de filmer, comme l'intérieur des mines ou... Oui, l'intérieur des mines, déjà en écrivant le film, je savais que je n'aurais pas l'autorisation de filmer dans les mines vu le sujet. Je le savais déjà, donc déjà en écrivant le film, j'avais prévu de filmer les mines que de l'extérieur. Donc, mais en tournant, on avait eu un souci au niveau des hôpitaux. Parce que je voulais montrer dans le film les différentes maladies. Donc, il fallait que je filme dans les différents centres hospitaliers. Mais malheureusement, ces hôpitaux appartiennent à Areva. Donc, du coup, on voulait filmer malgré nos autorisations et tout. Et ils nous ont refusé l'accès. Donc, c'est surtout le problème qu'on a eu... c'est surtout au niveau des hôpitaux. Et également, on a voulu filmer les cités des travailleurs. Parce que les travailleurs, ils ont leur cité un peu luxueuse à eux. Mais j'ai voulu filmer ça, mais malheureusement, ça aussi. Ce jour-là, on avait même braqué notre caméra, on voulait filmer. Mais malheureusement, on s'était retrouvé face à un des travailleurs qui nous avait dit non, est-ce que vous avez l'autorisation d'Areva pour filmer ici?
Donc, si vous n'avez pas on lui a dit oui, mais on a une autorisation du Centre national de la cinématographie. Il dit non, ça ne compte pas, il faut forcément une autorisation d'Areva. Bon, mais oui, pour moi, je voulais juste le filmer comme ça, mais ce n'est pas parce que c'était prévu dans le film. C'est juste pour avoir le maximum d'images au cas où, quoi. Mais pour moi, ce n'était pas si important de filmer cette cité-là, donc voilà. Et on voit aussi dans le reportage que vous filmez une maison où elle a été construite avec des matériaux qui sont polluants. Et on voit que la dame qui habite dedans, du coup, elle est en mauvaise santé à cause des murs de la maison. Et du coup, on voit sur le film qu'il y a une croix pour dire que cette maison est condamnée. Et est-ce que vous en avez eu beaucoup? Est-ce que vous avez beaucoup vu des maisons comme ça, ou c'est quelques-unes? Et bon, cette femme, comme tu l'as dit, je crois pas qu'elle puisse être malade. Bon, je sais pas parce que je connais pas son état de santé. Mais oui, en fait, ces maisons-là, la plupart, c'est des maisons qui sont pas loin des mines. Parce que là, de plus en plus, comme la ville s'agrandit, il y a des maisons qui sont en train de se faire construire pas loin des mines. Forcément, donc, ces maisons deviennent irradiées. Et il y a également beaucoup de maisons qui sont radioactives parce qu'elles ont été construites avec de la boue qui se trouve pas loin des mines aussi. Donc, de la boue contaminée. Donc, ce n'est pas seulement sa maison, c'est carrément tout un quartier, c'est beaucoup de maisons. Il y avait eu une ONG qui était venue faire des tests parce qu'on s'était rendu compte qu'il y a de plus en plus des maisons qui ne sont pas loin des mines, qui sont juste à 100 mètres, juste quelques mètres des mines. Donc, du coup, ils ont essayé. Il y avait une ONG qui voulait tester la teneur de la radioactivité à ces endroits-là. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y avait plein de maisons qui étaient irradiées. Donc, ils avaient transmis le rapport à Areva comme quoi toutes ces maisons sont polluées. Il fallait les détruire et transférer cette population dans un autre endroit, dans un autre quartier. Donc, oui, c'était prévu qu'ils le fassent, mais comme dit la dame dans le film, que ça fait près de 4 ans que l'examen a été fait, mais jusque-là, ils sont encore dans leur maison, donc ils ne savent pas si ça va être fait, si ils vont encore rester dans ces maisons ou bien ils auront d'autres maisons. Parce que Areva avait promis de leur construire d'autres logements. Oui, pour détruire ceux-là. Mais malheureusement, jusque-là, ça n'a pas été fait à peu près. Ça fait à peu près là 4-5 ans. Donc vous arrivez tout juste de votre première projection. Et donc à la suite de celle-ci, est-ce qu'il y a eu un débat? Il y a eu un débat. Comment s'est passé celui-ci? Vous avez eu des bons retours? Est-ce que vous avez eu des questions qui vous ont étonné par rapport donc à votre film? Oui, c'était un très bon débat, un débat quand même assez riche parce qu'il y avait plein de questions. Et surtout, ce qui m'a impressionné, c'est que la salle était pleine. Donc, j'ai fait au moins 5 projections, j'ai jamais eu autant de public. Donc, j'étais très impressionnée et très contente parce que faire un film, chez nous, si on fait des films, c'est pour avoir du public. Donc, c'était très bien. Et puis, comme j'avais déjà projeté le film, surtout, actuellement même, je suis en tournée, je projette le film dans le cadre du mois du documentaire dans plusieurs lieux, dans des associations, dans les festivals, dont celui-là également. Donc, il y a beaucoup de questions qui se ressemblent. C'est vrai, à chaque projection, à chaque fois, on a des publics différents et puis des interventions différentes. Mais bon, cette fois-ci, heureusement, j'ai eu des questions que j'avais déjà entendues, des questions auxquelles c'est des questions qu'on m'a déjà posées, donc c'est des questions dont je m'attendais. Bon, la plupart des questions, c'est des questions dont je m'attendais. Par exemple, le titre ou le monsieur, le fou, comme on l'appelle, qui est dans le film, ou soit la chanson. Voilà. Donc, c'est des questions qui m'ont déjà été posées.
Et est-ce que votre documentaire, vous l'avez montré à votre village à Arlit ou est-ce qu'ils l'ont vu? Et non, pas encore. J'ai fait une seule projection à Niamey, la capitale du Niger. Donc oui, on prévoit de faire une autre projection à Arlit. Parce que pour faire une projection pareille, il nous faut un cinéma. Et à Arlit, il y a un seul cinéma et c'est aussi le cinéma d'Arioa, malheureusement. Donc là, on est en train de... Le problème, c'est le lieu où le faire. Donc c'est ça qui nous pose problème. Donc c'est ça qui a fait en sorte que jusque-là, le film n'est pas encore projeté. Parce que moi, j'aurais voulu que les habitants d'Arlit puissent voir le film en premier, mais malheureusement, on a eu un souci de salle. Donc il faut trouver un endroit convenable pour le projeter. Et ça sera pour bientôt. Merci beaucoup Amina Ouera pour notre interview. Vous pouvez donc voir ou revoir son documentaire dimanche à 21h30. Oui, mais merci beaucoup à toutes les deux, à toi Mélanie d'avoir interviewé et merci à vous d'être venus. Merci à vous aussi et bonne continuation. Merci beaucoup. Alors on écoute maintenant, pour revenir dans un ordre chronologique un peu plus ancien, la soirée d'ouverture du festival. C'est l'occasion quoi, je sais pas, de casser la routine. Non, puis ça a l'air sympa. Excusez-moi, vous pouvez mon sac. Vous allez faire quoi là? Regarder un film algérien qui s'appelle Good Luck Algeria. C'est le film d'ouverture du festival. Et là, il va y avoir une présentation par Joël. Bienvenue à cette première projection de la 14e édition du Festival des cinémas d'Afrique. J'ai pas beaucoup de lumière, j'ai pas appris par cœur ce que je vais vous raconter. Vous savez qu'on a toujours un jury lycéen depuis la création du festival. Normalement, on en a une vingtaine, on réussit à se débarrasser d'à peu près les 2/3. Et puis, il nous reste ce qu'il faut pour faire un jury entre 5 et 9 élèves. Et puis cette année, ils sont là, ils sont toujours là, ils sont encore là. Donc, vous allez les rencontrer, parce qu'ils vont venir vous voir et enregistrer vos paroles. Vous allez les lire également, parce qu'il y aura une gazette qu'ils ont écrite. Vous allez voir que c'est un travail qui est solide. Pour nous, c'est plutôt une bonne nouvelle, parce qu'on vit cette année une motivation moins importante de la cité scolaire. Donc la présence de ces jeunes nous réchauffe le cœur. On a quand même effectivement 2 jurys, un jury pour les longs métrages, un jury pour les courts métrages, et leur président, ils ont un seul président, les pauvres, et le pauvre président, et c'est Lamine Amarkodja. Alors moi je voudrais bien, ils doivent être tous là, j'en vois une ici avec son micro, est-ce que vous pouvez vous lever? Voilà. Voilà, bon festival, et je donne la parole à Olivier Barlet, il n'est pas là. Ah, il est là. Je l'ai pas vu. Donc, Good Luck Algeria, Farid Bentoumi. Farid Bentoumi, c'est son premier long métrage. Et le film, finalement, nous ouvre sur toute la question de la binationalité, de la double appartenance, et de la question de l'héritage familial et culturel. Bonne projection. Excusez-moi de vous avoir fait venir, mais nous avons eu un petit souci avec Stella. Elle a frappé un de ses camarades. Et là, c'est pas possible, non. C'est lui qui a commencé, il m'a traité de sale arabe. Sale arabe? Je vais vous expliquer. Elle a passé sa journée à exhiber son maillot de l'Algérie devant ses camarades, et l'un d'eux l'a en effet traité de sale arabe. Je suis vraiment désolée. Mais même si on a des mots durs, Stella, il faut que tu apprennes que la violence ne résout rien. D'accord? Enfin, sale arabe, c'est un peu plus que des mots durs. Oui, c'est grave. Après, ce sont que des enfants. On peut l'insulter parce qu'elle a 8 ans? Non, j'ai pas dit ça. Mais elle l'a frappé et les parents pourraient porter plainte. Oui, nous aussi, on peut porter plainte, hein. Soyez compréhensibles. Ouais. Allez. Allez, bonne journée. Toi, en revanche, t'es le seul Algérien. Enfin, sur la neige, je veux dire. T'es sûr de te qualifier. Sam, puis de toute façon, rappelle-toi au ski, tu cartonnais. C'était il y a 25 ans, Steph. 25 ans. Sam, attends. On a tout fait, là. Tout est prêt. La pub, les skis pour Johansson, le marketing. Alors tu vas le remplacer, puis c'est tout. Les Jeux Olympiques? Ouais. Hey, tu vois, c'est là où tu te gourres. Parce qu'un Algérien sur des skis, mais c'est 1000 fois mieux qu'un Suédois.
Good Luck Algeria. Vous en avez pensé quoi? On a trouvé ça très très bien. Il y avait tout le problème de l'immigration, tout le problème de l'intégration, tout le problème de la famille, il y a tout, il y a tout. Non, après il y a film le soir, non? Il faut tout manger. Alors là, tu as un cake et une pizza. Pizza à quoi? Pizza au fromage, à l'olive et à la tomate. Il y a des anchois? Non, c'est végétarien. C'est une semaine assez concentrée de films. On est à Place Jules Ferry, alors juste devant le bureau des cinémas d'Afrique. Et là, on est en train de prendre un verre et de grignoter. C'est super sympa, et pour l'instant, il ne pleut pas. Il y a une chose que je n'ai toujours pas goûtée, je ne sais pas ce que c'est, mais je veux un bien goûter. quiche. Non, un cake. Non, il n'y a pas de sucre, il me semble. Alors c'est une pizza et un cake. Bonjour. Vous allez bien? Et vous, ça fait du bien là. Le film, il vous a plu? Franchement, je ne l'ai pas vu, je suis sorti tard du boulot, mais j'ai eu de bons retours comme quoi c'était un super bon film, franchement, et j'irai le voir lundi. Après l'apéro, on va aller au concert tranquillement, voilà, et on va se régaler. T'entends pas les gouttes de pluie? Non, j'entends rien. Alors ici, on est dans la salle des fêtes pour la soirée d'ouverture. Il y a donc un concert. Témélique électrique. Donc les gens commencent à arriver et là, ils peuvent effectivement boire un coup s'ils veulent ou prendre un sandwich au curry végétal excellent. On est sur une super ambiance. J'adore ce groupe de musique et on danse comme des fous. Il me transporte ailleurs. Je suis ailleurs, complètement ailleurs. Il nous transmet sa musique par le corps et par les yeux, on fait bouger les genoux. Ouais, sa musique par les yeux, oh my C'était donc la soirée d'ouverture du festival que vous avez pu vivre ou revivre. Le film qui avait été présenté, c'était Good Luck Algeria, pour ceux qui n'étaient pas au courant. Et on écoute maintenant l'interview de Jacques Traby que j'ai effectuée hier, qui est le réalisateur de Sans regret, film qui a été présenté aussi hier. Un très beau film ivoirien que nous allons écouter maintenant. La porte est difficile à ouvrir. Je l'ai ouvert pour vous. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour. Moi c'est Caroline, je travaille D'accord. sur le festival et j'amène donc Jacques Traby, Enchanté. le réalisateur du film Sans regret qui vient de passer au cinéma. Voilà. Oui. Voilà, donc il sort de son débat et il vient vous rejoindre pour toute question. Toute question. À tout à l'heure, Jacques. Oui, ok, à tout à l'heure. Parle pas trop, hein, il est bavard. Asseyez-vous. Oui. Merci. Ah, c'est tout chaud, c'est bien. Vous êtes Jacques Traby, un réalisateur franco-ivoirien, c'est ça, qui a réalisé le film Sans regret. Oui. Donc, est-ce qu'on commence par ça? On commence par le film? Oui, comme vous voulez. Alors, le film Sans regret, ça raconte l'histoire de Gaston, qui est un père de famille, cherchant de l'argent pour financer le concours d'école de police de son fils. Oui. Il réussit à trouver 200 000 francs grâce au système de tontine, qu'on pourra expliquer ensuite. Oui. Et cet argent, il se le fait voler par le membre d'un gang. Et il va du coup chercher le membre de ce gang, Monsieur Bleu, alors alias Cercueil. Oui. J'ai beaucoup aimé Cercueil. Mon nom c'est Cercueil. Mais mes gars m'appellent Cerc. Solo, va nous chercher à boire.
Et cet homme, Cercueil, va du coup lui proposer de se joindre à eux pour faire le boulot de gangster et récupérer son argent. Que pense ta famille de tout ça? Elle comprend. Et elle me respecte. Je te propose une chose. Tu vas venir faire un coup avec nous. Moi? Oui, toi. Comme ça, tu pourras récupérer ton argent. Et un peu plus, qui sait? Non. La famille est très pauvre, donc il travaille au port d'Abidjan. Il est docker, donc il est contractuel. Moi, je préfère récupérer mon argent maintenant. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'a pas un boulot permanent. Le salaire est tellement maigre qu'il ne peut pas subvenir aux besoins. Parce que 200 000, c'est peut-être 3 fois le prix de sa paye. C'est pas possible. Tu sais trop de choses. Donc, voilà, il est obligé de participer à une tontine, de l'argent plus ou moins emprunté. Parce que la tontine, c'est une sorte de cotisation, une caisse que font les gens, n'importe qui, des élèves peuvent le faire, des commerçantes, des travailleurs, et ils donnent toute la cagnotte à une personne pour résoudre ses problèmes qui dépassent son budget normal. Gaston est honnête, il rend tout ce qu'on lui donne, quand il prend un crédit, il le rend, mais pour aider sa famille, il a été obligé de dépasser sa condition initiale, son caractère initial. Et Cercueil, c'est le personnage qui initie notre Gaston à comprendre la société dans laquelle il est. Cette société ivoirienne qui est dure, où ceux qui n'ont pas d'argent sont laissés en arrière. Donc il l'initie, il l'emmène pour lui dire, voilà, toi tu es là, tu essaies de vivre honnêtement, mais il y en a qui ne vivent pas honnêtement, mais qui s'en sortent très bien. Vous parliez de ce système, entre guillemets, ça relève de la politique, de Gaston qui se transforme comme ça, c'est un peu plus du social. Et tout ça, ça dénonce le film. Moi, j'ai trouvé que ça dénonçait la corruption. Exactement, ça le dénonce vraiment. Mais bon, vous savez, on ne sait jamais à qui on a affaire parce que le film est montré. Moi, je suis pour dénoncer, mais ce n'est pas un documentaire. Dit voilà, ça dénonce comme ça, mais passer par le biais d'une fiction, comme ça, une fiction qui emmène le spectateur à rentrer dans un autre milieu, à comprendre ce milieu de la corruption. Et c'est un film politique, si on veut, mais qui est plutôt un film engagé par rapport à ce que j'ai dit, par rapport à ce que je veux que les gens découvrent. Pour moi, c'est pas parce qu'il n'est pas allé en prison qu'il s'en sort indemne. Pour moi, père de famille, ce que je demanderais à Dieu, c'est de vivre auprès de mes enfants, les voir grandir. Alors un père de famille qui part, qui est obligé de partir de ville en ville, sachant que ses enfants sont derrière lui, moi je pense qu'il n'y a pas plus grande punition que cela. Voilà. Donc pour moi, ce n'est pas une fin heureuse. Même ceux qui sont de la haute classe n'ont pas osé me poser la question de savoir que, est-ce que ce n'est pas une apologie du mal. J'en ai même parlé à j'ai une cousine qui est magistrate, quand je lui en ai parlé, elle me dit, même dans la loi, il y a ce qu'on appelle le crime de nécessité. Donc ça peut être classé comme un crime de nécessité, même si c'est un crime, ça peut être classé comme ça ne donne pas de circonstances atténuantes, mais ça s'explique. Ça s'explique. Donc moi, le dénouement de ce monsieur explique son évolution. D'autant plus que il n'est pas le seul voleur. Ça fait plusieurs fois qu'on parle de Abidjan. Je sais que vous avez fait vos études à Paris, à l'ESRA. Oui, à l'ESRA. Mais où est-ce que vous avez grandi plus en Côte d'Ivoire? Alors, oui, c'est une bonne question. Moi, je suis un mix des deux. J'ai fait mes études scientifiques
C'est pour ça que je parle des mathématiques dedans. J'ai été mathématique de formation. J'ai eu une bourse de Côte d'Ivoire, d'une grande école, pour venir en France, pour faire mes études. Et quand je suis venu, j'ai fait Jussieu, mathématiques et tout. Et après, j'ai enseigné 5 ans de maths, ici, dans les centres de formation. Et puis, j'avais envie de dire des choses. Et déjà, quand j'étais à l'école de maths, vers la fin des études, je me suis retiré pour aller faire l'ESTRA pendant 3 ans. École supérieure de réalisation audiovisuelle. Donc ce procédé de connaître ce milieu pour Gaston, c'est une expérience personnelle que vous avez vécue à Abidjan? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Souvent, on me pose la question, on me dit, est-ce que c'est pas une expérience personnelle? Non, pas du tout. Je suis le Gaston peut-être du début. Un peu naïf et tout, qui croit à tout ce qui est juste et tout. Mais en même temps, je sais qu'autour de moi, il y a plein de personnes qui ne sont pas forcément comme ça. Le cercueil, je l'ai pris, c'est le nom d'un ami, mais qui avait fait les arts martiaux quand on était jeune. Et c'est un nom qui m'est venu comme ça. Mais il y en a il y a des groupes à Abidjan qu'on appelle la mafia, qui ont cette vie de la nuit, quoi. Mais après, moi, j'ai continué vers les études. Et il y a 2 pôles, il y a 3 même. Il y a ceux qui continuent vers les études, il y a ceux qui vont dans le sport, et puis il y a ceux qui restent gangsters. Moi, j'avais la chance d'être bon un peu en maths, et moi, j'ai continué dans ce côté-là. Alors, vous parlez à l'instant de choix, et justement, Gaston, tout au long du film, c'est que des choix qu'il fait, et à chaque fois, il doit trancher. C'est un peu pour ça que c'est sans regret à chaque fois. Voilà. Parce que, oui, le titre Sans regret, ça ressemble un peu à moi, ma conception des choses. Sans regret, pour moi, je dis, on n'a pas toujours la possibilité de faire des choix qu'on ne regrette pas. Hein. Mais des fois, la plupart du temps, si je peux, j'essaie de faire en sorte que je n'ai pas à regretter. Donc, c'est un peu là qu'est venu le titre. Et j'ai donné au personnage de Gaston, surtout que je l'engage complètement dans cette vie-là, il fallait qu'il sache où il va, pourquoi il le fait. Et c'est pour ça que j'ai dit sans regret. C'est vraiment un choix délibéré qu'il a fait, même s'il a rencontré Cercueil, même si Cercueil lui a dit que le milieu est difficile, on ne peut plus t'aider, il aurait pu dire non, je vais faire autrement, mais il a réfléchi et il a pris une décision. Donc c'est vraiment sans regret. Peut-être un petit mot pour la fin, pour APT, le Festival du cinéma d'Afrique. Moi, je suis enchanté d'être là, parce que déjà l'accueil, moi je descendais à Avignon, j'ai dit mais c'est pas apte, mais tout est là, descendre, il y avait quelqu'un, beau cadre, je regrette même de partir demain, j'aurais voulu rester plus, non, j'ai entendu parler du festival, mais je connaissais pas apte. Non, pour moi c'est une très bonne expérience de venir voir comment c'est, et je serais ravi de présenter mon prochain film ici. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous d'être venu répondre à nos questions. Donc là, je suis libre, j'ai plus rien là. Hein. Je crois. D'accord. Allez, on va. Au revoir, merci. Donc c'était l'interview de Jacques Traby, le réalisateur de Sans regret. À présent, nous allons écouter la dernière rubrique de l'émission, qui sera une rubrique qui reviendra régulièrement, avec les souvenirs de personnes ayant participé au festival des années précédentes. Et ce soir, nous avons les souvenirs de Marie Clem, la présidente du festival. Radio Africapt. Souvenir. Le festival. La rubrique Souvenirs du festival. J'ai 2 souvenirs très forts. Un, c'est Samba Félix Ndiaye, un réalisateur sénégalais
un grand documentariste qui est décédé il y a 5 ou 6 ans maintenant. C'est un homme merveilleux, il nous électrise par sa bonté, par sa bienveillance, si l'humanité pouvait l'entendre, je pense que ça ferait beaucoup de bien à tout le monde. Et cette personne d'ailleurs, la dernière année où il est venu, il présentait un film, on avait reçu, c'est juste pour l'anecdote, on avait reçu le film par la production. J'avais demandé aux techniciens de le tester, mais malheureusement, ils n'avaient pas fait complètement le travail. Et pendant la projection, le film s'est arrêté au bout de 50 minutes. Et on ne sait pas ce qui s'est passé. Et c'était la fin de la bande. Il n'y avait plus de film derrière. Donc moi, j'étais en panique totale. Et Samba est allé au devant, était complètement paniqué aussi au départ, parce que se demandant d'où sortait cette cassette. Et il a raconté la fin de son film, et il a parlé pendant 1h15 avec le public. À la fin, tout le monde était en pleurs, mais en pleurs de joie du moment qu'ils avaient passé avec ce réalisateur-là. Voilà, donc c'est un moment très très fort. Chaque fois que je viens à Dakar, dès la descente de l'avion sur la presqu'île du Cap-Vert, je m'émerveille. Ça me noue les tripes. Et je me dis que j'habite dans un endroit merveilleux, la presqu'île du Cap-Vert, la partie la plus avancée de l'Afrique de l'Ouest, dans l'océan Atlantique, face à l'Amérique latine, au Brésil. J'en ai rêvé des milliers de fois. Et puis je débarque dans cet aéroport devenu avec le temps un aéroport international, mais qui n'a pas changé depuis Mermoz. Les chariots sont brinque-ballants, déglingués. C'est étroit, petit, on y souffle, mais voilà, on est au pays. Tout à l'heure, vous disiez, avant de parler de ce souvenir où tout le monde pleurait à la fin, il y avait 2 anecdotes à raconter. Il y en avait une autre, peut-être, oubliée. Oui, c'est exact. Mais c'était encore un problème technique. C'était un film de Raoul Peck, qui est un réalisateur haïtien très connu. Il a été ministre de la Culture. Enfin, c'est un homme et un cinéaste et un politicien. Il a été diplomate, etc. Notre invité d'honneur cette année-là, donc une personne qui a un charisme et qui impressionne. Il y a un problème, il veut juste qu'on monte le son du film. Donc je vais en cabine et là je me rends compte qu'ils avaient lancé le film à partir d'un DVD pourri qui était juste le DVD de visionnage et pas la copie qu'on avait fait faire qui nous avait coûté 500 €. Enfin, et là j'ai pris une grosse crise de colère auprès du technicien et donc je suis redescendue, mes nerfs ont lâché, j'ai beaucoup pleuré. Et Raoul Peck m'a pris dans ses bras et m'a dit « Marie, je suis très émue, mais il ne faut pas se mettre dans cet état-là. Mais c'est la première fois qu'une femme pleure pour mon film, pour un de mes films. » C'était les souvenirs de la directrice du festival et donc de la présidente. La présidente, c'est Joëlle Danérol et c'était Marie Clem. Nous avons terminé l'émission. On peut remercier Jean-Marc, le technicien, Anouk, qui nous a tout appris ou presque. Et puis tous ceux qui nous ont aidés tout au long de l'émission. Et merci à tout le monde. Et au public qui est venu déjà nombreux pour la première émission. L'émission peut être réécoutée, bien sûr, sur le site du festival, la page Facebook du festival, la Caravane des Possibles, qui est sur la place où il y a le local du festival. Merci à tous. I just came to say that you and your team are doing a fantastic job. I'm very proud of you. Stand by camera 2. When the sun goes away, the big girls come back, then the man them go crazy. Hold it right there. Stand by camera 3. Keep it there.